Le canal du Midi, 240 km de Toulouse à la Méditerranée, une route d'eau créée de toutes pièces au XVIIe siècle. C'est l'endroit rêvé pour vous inviter à découvrir un territoire à l'ouest de Béziers, à la croisée des grandes voies de communication historique du Languedoc, de l'Oppidum d'Anserune aux étangs asséchés de Montady, en passant par les ouvrages les plus spectaculaires de ce canal royal. Vous allez découvrir la capacité des hommes à modifier les paysages pour intensifier les échanges, construire leur destin. Cap sur l'Hérault à la croisée des chemins. Un paysage raconte toujours un peu l'histoire des hommes. Dans cette zone au sud de l'Hérault, idéalement située à proximité de la Méditerranée, cette histoire est marquée depuis toujours par l'importance des rencontres, des échanges. En voici une preuve. Perché sur une colline, l'Oppidum d'Anserune profite des avantages d'un site en hauteur, d'une protection naturelle. C'est l'un des plus beaux sites archéologiques de France, notamment parce que les toutes premières installations remontent au VIe siècle avant Jésus-Christ, bien avant la colonisation de la Gaule par les Romains. Les populations qui se sont implantées ici, en fait, ont choisi ce lieu parce qu'ils avaient vu une 360 degrés sur le paysage qui se décline depuis les Pyrénées jusqu'au Cap d'Agde aujourd'hui. Le problème, évidemment, c'est que sur ce promontoire, il n'y a pas d'eau. Une ville sans eau, c'est une ville qui ne peut pas se développer, une ville qui a de l'artisanat, qui veut accueillir des marchés, des populations. Elle a vraiment besoin d'avoir un approvisionnement en eau. Comment ont-ils géré alors ce problème de l'eau ? Alors ici, on est sur un rocher, une montagne, une colline de calcaire. Il a fallu la perforer de multiples puits de manière à avoir une irrigation sur place. On récupère l'eau de pluie et on s'en sert pour la consommation, pour les animaux, pour l'artisanat. Lionel, on rappelle à quel moment ils sont creusés, ces silos ? Alors, à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, on voit se multiplier ce type de structure. C'est immense en fait, hein, là. Lorsqu'on se penche, on sait à peu près le volume que ça fait. Alors c'est plusieurs centaines de mètres cubes sur la zone. On voit ici qu'il y a un petit canal d'amenée d'eau qui a été creusé directement dans le rocher pour pouvoir récupérer ces eaux de pluie qui sont précieuses dans un pays méditerranéen où vraiment on a une pression hydrique qui est faible. Et il faut absolument récupérer par tous les moyens possibles imaginables l'eau. Les 76 silos retrouvés sur le site ne servaient pas uniquement à conserver l'eau. La grande majorité était utilisée pour stocker les productions agricoles. Dès le IIIe siècle avant notre ère, Anserune connaît un développement aussi considérable que surprenant. La ville s'enrichit, on trace des rues, on construit des maisons. Qu'est-ce qui explique le développement d'Anserune bien avant que les Romains conquièrent toute la Gaule ? C'est une plateforme commerciale occupée par des aristocrates gaulois qui contrôlent le commerce. Et le site est implanté sur les grandes voies qui relient la Méditerranée, l'Italie d'un côté et le monde espagnol de l'autre. Et Anserune est vraiment le symbole de cette grande culture qui explique son opulence et sa prospérité. Cette opulence, elle se traduit bien évidemment dans le bâti. Là, on est devant cette maison avec cette colonne. C'était comment à l'époque ? Il faut imaginer des maisons qui étaient décorées, qui étaient peintes, les enduits étaient peints de couleurs assez vives, ce qu'on a un peu du mal aujourd'hui à imaginer, un peu l'image qu'on trouve à Pompéi ou en Grèce à la même époque. Les fouilles de l'immense nécropole d'Anserune, 500 sépultures individuelles, ont permis d'estimer la population de l'époque à plusieurs milliers d'habitants. Mais elles ont surtout livré aux archéologues des objets exceptionnels, des boucles de ceinture, des vases venant de toute la Méditerranée, des armes, des panoplies de guerriers celtes. Découvert à la fin du XIXe siècle, le site, aujourd'hui propriété du Centre des Monuments Nationaux, s'est révélé être d'une infinie richesse. Direction les réserves du musée, en sous-sol. Alors oui, c'est ce qui a été conservé après les fouilles des années 30 et 50 sous le bâtiment du musée et où on accueille également nos réserves. Alors qu'est-ce que c'est là par exemple, ce grand vase ? Alors ces grandes jarres ont été confectionnées en Sérune
et on les retrouve dans les maisons. Qu'est-ce qu'on pouvait y stocker d'ailleurs dedans? Alors, ce sont essentiellement des céréales, mais également des olives. L'oliviculture se répand assez vite en Languedoc, et surtout du vin qui est stocké à l'intérieur, soit pour le travailler lors de la fermentation, soit pour le stockage individuel pour la consommation courante. Le Languedoc, c'est aujourd'hui le plus grand vignoble du monde, mais cette histoire, elle commence à cette période. Oui, elle commence même 2 siècles avant les Romains. On a l'impression que les Romains amènent le vin ici et que tout démarre la viticulture à l'Antiquité à partir des Romains. Non, c'est une histoire beaucoup plus ancienne. Certes, le vin arrive dans les amphores de la région de Naples ou Pompéi, mais dès le IVe siècle, avant notre ère, on commence à avoir un commerce du vin implanté ici de manière très précoce. Comment vous le savez que ça vient de Naples? Alors on retrouve, lorsqu'on étudie la pâte au microscope, de petits grains noirs qui viennent des éruptions volcaniques de la région de Naples. Et on arrive comme ça à reconstituer la chaîne commerciale qui a amené ce vin jusqu'ici. Ici, Marseille, des petites paillettes de mica qu'on retrouve lorsqu'on fouille ces petits fragments qui nous permettent d'identifier ces productions. On sait qu'elles viennent de la région de Marseille où elles ont été produites par les Grecs installés à Fossé. Collection très riche. Est-ce que pour vous, il y a un chef-d'œuvre à Anserune? Oui, c'est indéniable. En 1916, on découvre un objet absolument remarquable. Cet objet, il est là, c'est ce vase qui est daté du IVe siècle avant notre ère, qui est un objet absolument unique, qui présente un décor très raffiné, où on trouve à la fois les symboles de la viticulture, de l'art de vivre à la grecque, avec un héros ici représenté, ailé, mais également une petite coupe à boire, des dieux ou des déesses ou des grands notables grecs qui sont aussi en adéquation avec l'art de vivre ici en Anserune. Pendant plus de 2 siècles, cette culture méditerranéenne, avec les Grecs, avec les Romains, avec les Ibères, et Anserune, c'est tout ça. C'est un vivier, un melting pot de toutes ces traditions et de toutes ces religions également qui arrivent ici et qui forment un creuset en Anserune. Depuis l'oppidum, on domine un espace totalement atypique, visuellement hors norme. Un immense cercle de 2,5 km de diamètre que l'on croirait dessiné par un géomètre géant. À l'époque gallo-romaine, il s'agissait d'un lac qui renforçait la défense naturelle du site et permettait d'alimenter les populations en poissons. Mais au Moyen-Âge, le lieu va totalement changer de physionomie. Période de famine, beaucoup de bouches à nourrir, donc on cherche quoi? Des espaces à cultiver. Et ces espaces à cultiver, eh bien, on peut les avoir sur ces 400 hectares. Cet étang, il va être asséché au XIIIe siècle. Ils obtiennent 400 hectares de terre cultivable qui n'existaient pas avant. Tout à fait. Il va y avoir 4 propriétaires qui vont se rassembler. Ils vont aller demander l'autorisation à l'archevêque de Narbonne d'assécher cet étang. Les travaux commencent en 1250 et se finissent environ une vingtaine d'années après. Et tout en sachant qu'il n'y avait pas ces moyens que nous avons à l'heure actuelle. Mais surtout, ils ont trouvé une solution parce qu'ici, nous sommes dans un espace où l'eau ne s'évacue pas. Retirer l'eau pour en faire de la culture, mais en conserver assez pour que cela puisse pousser. Et cette eau est récoltée dans le centre que l'on appelle le Redondel. Toute cette eau concentrée au milieu, comment elle est évacuée? Alors elle est évacuée par un système de drainage. Mais ce système de drainage est très particulier et c'est là le trait de génie de ces hommes. C'est qu'ils ont construit un fossé de drainage plus important que les autres, à contrepente. Et ce fossé, qu'on appelle la Grande Maire, eh bien, court sous la montagne du Malpasse, car elle a 50 mètres d'altitude. Le mot montagne peut paraître un bien grand mot pour une si petite colline, mais il dit l'importance de ce lieu devenu un symbole des échanges qui, au fil des siècles, ont façonné ce pays. Car le site est tout le contraire de ce que laisse entendre son nom, Malpasse, mauvais passage. Non seulement la fameuse voie domitienne créée par les Romains pour relier l'Italie et l'Espagne passait sur son sommet, mais les hommes ont par la suite creusé dessous 3 tunnels qui se superposent. Au plus profond, le canal d'évacuation des eaux de Montady qui fonctionne toujours depuis le Moyen-Âge. Au-dessus, le tunnel du chemin de fer creusé au XIXe siècle. Enfin, le tunnel du canal du Midi construit sous Louis XIV. Un tunnel
unique dans l'histoire des hommes. Et c'est la première fois qu'un canal est passé sous une colline, sous un tunnel. Pourquoi c'était si compliqué de creuser ce tunnel? Regarde ce sable terrible. Pour creuser là-dedans, à mesure qu'on creuse, tout s'effondrait. La roche est tellement friable qu'ils ont été obligés de bâtir en pierre pour pouvoir tenir. Mais alors pourquoi le constructeur, Pierre-Paul Riquet, il veut passer par ce tunnel? Et il a voulu absolument passer pour arriver sur Béziers, devant cet oppidum qu'il aimait tant et dans lequel il est né. C'est une volonté personnelle, pas obligatoirement une obligation économique alors? Une volonté farouche, puisque Colbert, devant les difficultés qui se présentent, vous arrêtez, on ne va pas encore dépenser de l'argent, etc. C'est mal connaître Riquet, c'est mal connaître les Biterrois, tenace. Et donc, il s'entend avec un maçon, un entrepreneur d'un village à côté, Nissan, et ils vont avec une équipe creuser, surtout la nuit, pour ne pas être repérés, en quelque sorte, puisque l'interdiction royale est formelle. Hein, on arrête les travaux, on arrête tout. Donc, toutes les nuits, peu nombreuses, puisque en 8 jours, il a réussi la prouesse de percer cette petite montagne pour arriver de l'autre côté et s'ouvrir dans la plaine du Biterrois. Le canal du Midi fut le grand chantier du XVIIe siècle. C'est l'une des œuvres majeures du règne de Louis XIV, le roi Soleil si fier d'exposer à la face du monde ses réalisations prestigieuses. Mais dans l'esprit de son créateur, Pierre-Paul Riquet, ce chemin d'eau avait une visée utilitaire, avant tout commerciale. Qu'est-ce que le canal a changé dans la vie de ce pays? Tout. Relier l'océan à la Méditerranée, tout va changer. Écoutons le poète. Génial créateur que la France a aimé, Louis le Grand t'a permis et toi, tu as creusé pour faire couler l'eau et redonner la vie à toute une région, à tout notre Midi. Extraordinaire. Le Midi sec, très chaud, un canal, une voie d'eau qui passe dans le Midi. C'est éblouissant, c'est fantastique, c'est le grand œuvre de Riquet. Est-ce que pour la viticulture, le canal, lui aussi, change tout? Le canal a permis le transport du vin, et donc ça a permis de désenclaver, en quelque sorte, cette région. On est dans une partie du canal un peu particulière, le Grand Bief. Qu'est-ce que c'est? Le Grand Bief, je pourrais dire d'un mot, c'est la platitude. Mais la platitude est également la plénitude. Car là, sur ce Grand Bief, il n'y a pas d'écluse sur une cinquantaine de kilomètres, 53 je crois exactement. Et là, on écoute le silence, le calme, et on ne bouge pas. D'ailleurs, qu'attend-on? Presque rien du tout. Voilà. Ce qui est très particulier aussi, c'est qu'on a l'impression de naviguer en hauteur avec le Grand Bief. Et oui, Riquet était bien obligé de garder le même niveau, puisque pas d'écluse dit à peu près le même niveau, très étal, pour ne pas avoir, bien sûr. Et donc il est obligé justement de serpenter pour garder une côte. Présente-nous ce bateau, à quoi servait-il? Alors c'est un bateau de transport de passagers qui a fonctionné dès l'origine du canal jusqu'à sa destruction des bateaux en 1858. Là encore, c'était une révolution, parce que du coup, on mettait combien de temps pour aller de Toulouse jusqu'à la Méditerranée? Alors pour aller de Toulouse à Agde, Toulouse à Sète, en fait, il fallait 4 jours et demi. Ce qui à l'époque était très rapide. C'était déjà très rapide. Après 1835, on a accéléré le service et il fallait plus que 36 heures. Ce bateau, en fait, tu l'as construit entièrement. Il a 5 ans d'âge. Il a 5 ans d'âge, là. Voilà.
en faisant ça, c'était de redonner vie à une navigation qui n'existe plus. Ce canal où les gens prennent du plaisir à naviguer en découvrant l'ouvrage et l'œuvre de Riquet. C'est ça qui me paraît le plus important et ce qu'on a tendance à oublier. Donc ce bateau est en même temps pédagogique et en même temps historique. Pierre-Paul Riquet n'a pas manqué d'imagination pour soumettre la géographie des lieux à son projet. Voici la plus majestueuse démonstration de son talent, les spectaculaires écluses de Foncéranes. 8 écluses en ligne pour franchir 21,50 mètres de dénivelé en seulement 300 mètres de long. C'est déjà un lieu exceptionnel lorsqu'on visite, mais j'imagine que pour toi, c'est plus que ça, ces écluses. Mais c'est un lieu effectivement magique, parce que Foncéranes et Malpas, difficultés extrêmes, ont été surmontées par un trait de génie. Et ce qu'a voulu Riquet par-dessus tout, c'est rendre un hommage à sa ville natale. Là, nous allons découvrir le promontoire, l'acropole biterroise. Et c'est un hommage qu'il a voulu absolument, qu'il a tenu à faire en passant par ici, alors qu'il y avait des routes beaucoup plus faciles et moins onéreuses. Non, le cap Béziers. Béziers, la plus belle ville du monde. Après avoir creusé les collines, apprivoisé les grosses pentes, il a aussi fallu traverser un cours d'eau, et pas n'importe lequel. Celui qui coule au pied de Béziers, l'Orbe, réputé pour son tempérament. À l'origine, le canal se jetait dans le fleuve pour continuer sur l'autre rive. Mais les crues, l'envasement ne cessèrent de compliquer le passage des bateaux. Voici la solution à ce problème, l'ultime prouesse architecturale réalisée au XIXe siècle, soit 180 ans après l'achèvement du canal royal. Grâce à ce pont-canal, l'eau coule tranquillement 12 mètres au-dessus de l'Orbe. Et l'on voit bien dans cette galerie de maintenance destinée à surveiller l'étanchéité du conduit que l'aspect utilitaire de l'ouvrage n'a pas empêché son traitement esthétique, comme si le beau avait aussi une fonction utile. Le développement du chemin de fer au XIXe siècle va provoquer l'inexorable déclin du canal du Midi qui aurait bien pu totalement disparaître faute d'entretien. C'est le tourisme fluvial qui lui a offert une deuxième vie et, avouons-le, le canal royal le méritait. Naviguer aujourd'hui sur ce chemin d'eau, c'est changer d'espace-temps. Avec des pointes à 8 km/h, on se donne l'opportunité de se laisser surprendre. Nous voici à Capestan, littéralement au cap, au bout de l'étang. Il faut imaginer qu'au Moyen-Âge, la lagune maritime arrivait au pied de la cité. Les marais salants procuraient des revenus très conséquents. Capestan était l'une des villes les plus riches du Languedoc. Cela explique le caractère imposant de la collégiale Saint-Étienne, l'une des plus belles architectures gothiques de la région. L'archevêque de Narbonne, troisième fortune religieuse du royaume de France, avait un faible pour Capestan, au point d'y faire construire un pied-à-terre somptueux. Le château de l'archevêque a par la suite connu bien des déboires servant de remise, de caserne de pompiers. On a même pensé à le raser. Mais il y a 30 ans, une étude archéologique permit de découvrir sous des faux plafonds de la salle d'apparat d'inestimables trésors peints au XVe siècle. On compte au total plus de 160 petites planchettes peintes, posées sur les poutres entre les chevrons. Des scènes d'une diversité et d'une qualité exceptionnelle, des thèmes religieux bien sûr. Ici, un ange qui sauve une âme de la gueule d'un léviathan. Là, les tourments de l'enfer représentés par cette femme dénudée dont les mains peinent à cacher le sexe, source de son péché. Les peintures qui représentent les personnages témoignent là encore d'une grande maîtrise. Les classes aisées sont représentées
avec raffinement, visage noble, jolie coiffe avec de subtils effets de transparence. A l'inverse, ce moine, aux traits grossiers, au visage disgracieux, a toutes les caractéristiques des classes inférieures. On trouve aussi d'étonnantes créatures fantastiques, mi-hommes, mi-animales, des scénettes aux facéties très explicites qui aujourd'hui encore font sourire. Autant de preuves que ces peintures datant du Moyen-Âge ont été réalisées par un grand artiste, mystérieux car on ignore son nom. Pour retrouver l'environnement de Capestan au Moyen-Âge, il faut partir 20 km plus au sud, en bord de mer. Nous voici aux étangs de Vindre, un site aujourd'hui protégé par le Conservatoire du littoral. Boris Crespo veille sur l'un des derniers espaces préservés de la côte. Quand on dit que c'est un milieu qui est riche, qu'est-ce que ça signifie exactement, Boris ? Ça signifie en fait qu'on est sur un site naturel qui est relativement petit, qui fait 5000 hectares, puisque l'étang de Vindre est inclus dans ce site Natura 2000. Et du coup, on a une grande diversité de milieux, ce qui fait qu'au final, il y a une grande diversité d'espèces. Voilà d'où vient un peu la richesse naturelle et patrimoniale du site. Notamment, dans les milieux qui sont particulièrement intéressants, qu'est-ce qu'il y a? Les roselières, par exemple? Ouais, il y a tout ce qui est milieu de roselières, les milieux de présalés, les milieux de pêche calcaire qu'il y a tout autour des zones humides. Tout ça fait que aujourd'hui, il y a tout un tas d'espèces inféodées à ces milieux-là et qui cohabitent au final les unes proches des autres. C'est le royaume des oiseaux, là, ici. Un peu, ouais, bien sûr. Là, on est sur un site assez particulier, puisqu'en fait, sur à peu près 350 à 400 espèces d'oiseaux couramment observées en France, ici, on en a 280 à 300 qui transitent par le site ou qui sont là de façon régulière, parce que c'est une lagune d'eau saumâtre. Et bien évidemment, dès qu'il y a un site comme ça, ça va être une halte migratoire pour toutes ces espèces-là. Moi, j'ai l'impression d'être en Camargue, est-ce que je me trompe? Eh bien, on appelle ici un peu la petite Camargue, parce qu'en fait, c'est exactement ça, ça lui ressemble. C'est vraiment la même chose, vous avez les taureaux derrière, et c'est vrai que c'est assimilé ici à une petite Camargue. J'imagine certains matins, au lever de soleil, quand t'es à cheval, là, dans ces milieux, c'est quoi? C'est le bonheur, quand même. Je pense que j'ai la chance d'avoir ce métier aujourd'hui, donc voilà, moi je sais que j'en profite à fond, parce que c'est ce dont j'ai toujours rêvé de faire. Et aujourd'hui, tout ça me le rend très bien. L'aspect naturel est là encore trompeur, car les hommes ont depuis toujours aménagé ces espaces pour développer l'élevage en présalé, la viticulture. Mais la toute dernière tentative d'exploitation de ce site aurait pu lui être fatale. Il y a 40 ans, on prévoyait de construire ici un imposant centre touristique. Il était prévu ici une grosse station balnéaire avec 20 000 lits ici sur l'étang de Vindre et 8 000 lits prévus de l'autre côté de la rivière sur la commune de Fleury-d'Aude. C'est-à-dire que toute cette richesse, elle aurait pu disparaître? Oui, elle aurait pu disparaître, mais grâce notamment aux gens ici localement accompagnés des associations de protection de l'environnement, on a pu préserver ce territoire. C'est un débat compliqué, hein. On a vu l'oppidum d'Ancirune, le canal du Midi, l'étang asséché de Montady. On a toujours transformé les paysages. Pour vous, c'est quoi la limite? Je pense que sur des secteurs à forte valeur patrimoniale, il faut essayer de mettre tout en œuvre pour pouvoir les préserver. Je suis né ici, j'ai vécu toute mon enfance ici, donc forcément ça crée des liens avec ce territoire qui aujourd'hui est à nous indirectement, quoi. Et c'est une part très très importante de la vie de tous ces gens-là. C'est bien parce qu'il était à la croisée des grandes voies maritimes et terrestres que le Languedoc a ce patrimoine. Mais il a fallu aussi l'audace et le génie de certains hommes pour valoriser ses atouts. En terminant cette émission dans les étangs de Vindre, on comprend que les défis ont changé de nature. Développer son territoire en préservant son environnement, en trouvant le juste équilibre,
c'est faire preuve d'esprit visionnaire.